De retour dans Politicia, votre émission hebdomadaire qui passe au peigne fin les faits marquants de l'actualité africaine. Alors que se passe-t-il en Algérie ? Eh bien, mercredi 30 mars, une vingtaine de partis politiques d'opposition se sont réunis à Alger, la capitale, pour unir leurs forces et proposer une feuille de route de sortie de crise. Eh bien, le FLN, parti au pouvoir, a de son côté organisé un meeting en même temps pour, je cite, déjouer tout complot et plan viser l'unité nationale. Alors, gros plan sur la crise politique en Algérie, en compagnie de M. Sami Oussedik, coordinateur général de l'initiative Ibtikar, qui veut dire innovation. Soyez le bienvenu, monsieur. Je vous remercie, madame. Bienvenue également à vous, monsieur Hichem Aboud. Vous êtes directeur de monjournal.com. Vous êtes également l'auteur du livre La mafia des généraux. Soyez le bienvenu. Merci pour l'invitation. Alors tout de suite, cap sur Alger pour un rappel des faits marquants de l'actualité algérienne de ces dernières semaines, et ce en compagnie de Olivia Yéré-Dobré et Amira Benjelaba Jean-Pierre. Les voix de l'opposition sont unanimes en Algérie sur la nécessité d'une transition démocratique. Plus de 17 partis d'opposition se sont réunis ce 30 mars 2016 à Zeralda, dans la banlieue sud-ouest d'Alger, pour réitérer leur demande de mise en place d'une transition démocratique. Une volonté pour l'opposition de dénoncer le régime actuel du président Abdelaziz Bouteflika, âgé de 79 ans et à la tête de l'État depuis 17 ans. Les présents donc de l'opposition, tous les partis et personnalités ont rappelé que la situation en Algérie est difficile. Pourquoi ? Parce qu'il y a un président qui est absent de la scène publique depuis plusieurs années, qu'il n'y a pas de perspective politique claire après la révision de la Constitution, que la situation économique est difficile puisque l'Algérie a perdu énormément de ses recettes pétrolières, plus de 50% depuis le début de l'année 2015 en raison de l'effondrement des cours pétroliers, et qu'il y ait aussi une situation sécuritaire difficile aux frontières avec la situation instable en Libye, qui est un pays frontalier de l'Algérie, mais également du Mali, des menaces extérieures, et aussi une situation sociale difficile puisqu'il y a toujours un chômage endémique et il y a des contestations. L'opposition estime que le moment est venu pour aller vers des changements politiques réels, pour sortir de ce qu'elle appelle une situation de blocage. L'opposition algérienne fait cependant face à un bon nombre de divergences, de fond comme de forme, en son sein même. À noter que sur les 160 invitations remises par l'instance de concertation et du suivi de l'opposition à l'occasion de cette seconde conférence nationale, toutes n'ont pas été honorées. Les absents sont concernés aussi bien des partis politiques, à l'instar du FFS, que les personnalités nationales officiellement invitées. De son côté, le FLN, le parti au pouvoir, organisait le même jour une grande conférence à Alger pour rappeler son soutien au président Bouteflika et permettre la formation d'un front national. Les autorités ont organisé, à travers le Front de Libération Nationale, qui est un parti qui soutient le président Bouteflika et qui est majoritaire au Parlement, une réunion à Alger, parallèle à celle de l'opposition, peut-être pour un peu perturber la réunion de l'opposition, pour dire qu'il faut créer un mur, elle appelait ça un mur national autour du président Bouteflika et autour de l'armée, puisque la situation sécuritaire régionale l'impose. Afin de surmonter toute divergence et assainir ses rangs, l'instance de concertation et du suivi de l'opposition, l'ICSO, a adopté une charte à l'issue du rassemblement de ce 30 mars 2016. Celle-ci met sur un pied d'égalité l'ensemble des membres qui sont appelés à prêter serment issus de la rencontre de Mazafrane et ne jamais négocier en solo au nom de l'ICSO. Alors, monsieur Aboud, l'opposition est-elle enfin décidée à faire front commun ? Et puis cette charte, comme on vient de voir, une charte donc de coalition de l'opposition, est-ce qu'elle peut tenir dans la durée selon vous ? Non, je ne pense pas. Parce que ce qu'a fait l'opposition, que je mets entre guillemets, à Zeralda, n'a pas obtenu l'adhésion populaire. C'est une opposition qui, elle aussi, tout comme le régime, agit loin des intérêts, des préoccupations du peuple. D'ailleurs, cette opposition n'a même pas les moyens, ne s'est pas donné les moyens de communiquer avec le peuple algérien. Pas de chaîne télévision, pas de chaîne radio, pas un journal, pas même un site électronique qui leur permet de communiquer avec le peuple. Comment voulez-vous que cette opposition puisse avoir d'abord l'adhésion populaire et faire face à un régime impopulaire ? Donc, ce qu'a fait l'opposition à Zeralda, au Mazafran, n'aura aucun effet sur le devenir de l'Algérie, puis c'est une opposition qui cherche à dialoguer avec un régime qui l'ignore totalement.
Et quelle est la revendication de cette opposition qui s'est réunie à Zeralda? C'est dialoguer avec le régime pour une transition démocratique. Mais alors le régime justement qui organisait, comme on l'a vu, une réunion en même temps pour protester, qu'est-ce qui se passe? Alors là, le régime a paniqué, ce qui prouve que c'est un régime très faible. Il suffit de lui souffler dessus pour qu'il tombe comme une feuille morte. Et le fait de voir des personnalités politiques, des partis politiques de l'opposition se réunir, le régime a paniqué et a organisé une manifestation qui a tourné par la suite à la grande déroute, puisque on a bien vu sur les réseaux sociaux des images, et même sur des chaînes de télévision, un féodé au pouvoir, mais qui ne pouvait pas cacher ces images, où on voyait les participants à ce rassemblement se bagarrer. Oui, et puis, beaucoup de témoins ont dit qu'ils ont été ramenés dans des bus des différentes régions du pays avec la promesse de leur donner du travail. Et on leur a donné des casse-croûtes et un peu d'argent de poche. Et voilà, ça, c'était le résultat de la panique. Mais ils n'ont rien donné aussi, donc ce rassemblement n'a absolument rien donné. Monsieur Ousdi, qu'est-ce que l'opposition peut vraiment apporter une alternative au régime de Bouteflika quand on sait que bon nombre de leaders historiques d'opposition ne sont pas allés à cette réunion? Tout à fait. Puis je rajouterai aussi quelque chose qui me paraît fondamental, c'est que s'il n'y a pas de liaison avec ce qu'on appelle aujourd'hui l'opposition, et le métier d'opposant en Algérie est un métier fort compliqué, pour le moins. S'il n'y a pas véritablement de liaison avec le peuple, il n'y a pas d'opposition en tant que telle. Que demande le peuple aujourd'hui algérien? Le peuple d'abord demande de pouvoir vivre parce que le contrat social sur lequel est basé l'Algérie, c'est un contrat social qui n'est pas écrit. Il est très clair. Il dit vous avez le pouvoir. Nous vivons, nous avons les conditions de vie. Aujourd'hui, on est à un moment où ce contrat social non écrit arrive à sa rupture, à cause effectivement de la baisse des recettes des cours des hydrocarbures. C'est-à-dire que le peuple va dire au pouvoir, au tenant du pouvoir, le pouvoir que j'appelle la matrice, va dire aujourd'hui, nous ne pouvons pas vivre, donc vous ne pourrez pas continuer à avoir ce pouvoir quasiment total. Et entre le pouvoir et le peuple, aujourd'hui, il y a quelque chose qu'on appelle l'opposition. Je dis bien quelque chose, qu'on appelle l'opposition, qui n'est pas encore véritablement structurée. Parce que l'opposition, elle, s'est enfermée dans un concept qui est celui de la transition politique. Or, la transition politique, elle ne peut exister que si elle est bornée dans le temps. Si elle dure pendant 20 ans, ce n'est plus une transition, c'est un état de fait qui se perpétue. Mais elle exige cette transition, donc pour vous, cette transition ne peut pas aboutir, elle ne peut pas voir le jour? Je ne vois pas de transition. En quoi le pouvoir s'est ouvert? En quoi il y a des choses nouvelles dans la politique? En quoi l'opposition est dans la rue? Il y a une nouvelle constitution? Oui, alors pour la nouvelle constitution, je dirais que c'est d'abord... Depuis le 7 février d'ailleurs? Oui, le renforcement du pouvoir présidentiel, qui est très important, la clôture pour le prochain président de ce domaine-là, qui serait un domaine plus que réservé. Ici ou là, il y a quelques notions d'ouverture, mais tout ça est renvoyé à la loi. Mais vous savez, le diable se niche dans les détails, donc là on pourra en parler. Et puis surtout, il y a la question très importante, c'est qu'on a banni des droits politiques une partie des Algériens de l'étranger. Oui. Et ça, c'est un point important. Oui, donc il faut le rappeler, c'est au sujet de la binationalité. Donc les Algériens qui ont la double nationalité ne peuvent pas prendre part à la vie politique en Algérie, il s'agit de ça? Entre autres, puisque même le président de la République, il faut qu'il ait résidé 15 ans en Algérie avant l'élection pour pouvoir postuler à ce poste-là, aller aux élections. Ce qui fait qu'aujourd'hui, par exemple, Aït Ahmed, l'ancien leader de l'opposition, comble du paradoxe, n'aurait été pas éligible suivant les conditions de la Constitution. C'est intéressant. Lui-même n'aurait pas été éligible. Monsieur Aboud, justement, que pensez-vous de cette nouvelle Constitution? Est-ce qu'il n'y a pas là quand même une partie du texte, par exemple, verrouille le nombre de mandats que le président peut faire, un verrou qu'avait fait sauter Bouteflika d'ailleurs? Est-ce que ce n'est pas une bonne progression? Alors d'abord, la Constitution en Algérie a perdu de sa valeur depuis le temps où chaque président qui arrive, il apporte les amendements qui font que cette Constitution soit sur mesure pour lui. Donc les gens n'y croient plus. Bouteflika, quand il est arrivé au pouvoir, il a trouvé aussi le mandat présidentiel limité à 2. Et il s'était permis donc d'amender cette Constitution pour s'ouvrir le chemin d'un troisième et un quatrième mandat qu'il a brigué sans prendre part à la campagne électorale, sans adresser le moindre mot au peuple algérien, qui est un signe suprême du mépris du régime envers le peuple algérien. On ne peut pas mettre à la tête de l'État un homme
qui n'adresse même pas la parole au peuple depuis la date du 8 mai 2012. Alors, Monsieur Aboud, il faut quand même donner le crédit au régime de Bouteflika qui a permis le désendettement de l'Algérie. Ah non, c'est pas le régime de Bouteflika, c'est la manne pétrolière. Oui, mais il a quand même mis en mesure, ça a été l'une des priorités dès qu'il arrive au pouvoir. Non, je ne suis pas d'accord avec vous pour la simple raison que cette manne pétrolière a été si importante que l'Algérie ne savait plus quoi faire de l'argent. Alors, mais c'est bien le gouvernement qui a décidé de payer la dette. Nos dettes, puis nous effaçons les dettes. Et c'est une bonne mesure, n'est-ce pas? Attendez. C'est pas la force des choses. On avait plus de 300 milliards de dollars dans les banques américaines. On ne savait plus quoi faire. Donc, il vaut mieux payer ses dettes quand on a autant d'argent. On a effacé les dettes de certains pays africains, de certains pays arabes, le Yémen, l'Irak. On leur a effacé leurs dettes sans consulter le peuple, sans consulter le Parlement. On a prêté au FMI 5 milliards de dollars. C'est fou de prêter, ça va, c'est de la gabegie. Voilà, quelqu'un qui ne sait pas gérer les deniers publics. Puisque vous mentionnez le FMI, Monsieur Ouzdik, qu'est-ce que vous répondez aux analystes qui déclarent que la politique économique de l'Algérie, eh bien, elle mène droit au FMI? Écoutez, je vais vous citer une note que j'ai faite il y a 2 ans, qui est disponible sur Internet. Cette note s'appelle Reset Algérie. Il y a 2 ans, lorsque le baril était à 120 $, j'ai écrit noir sur blanc, et c'est consultable sur Internet, que l'Algérie allait à moyen terme retourner sur le marché de l'endettement. C'était une fatalité. Donc ce que dit le FMI... L'Algérie peut faire faillite? Écoutez, un pays ne fait pas faillite, d'abord. C'est un ménage ou une entreprise qui font faillite. Mais ceci dit, par contre, le politique a fait faillite. Ce n'est pas l'Algérie qui fait faillite, c'est le politique algérien qui fait faillite. Et cela peut amener, à des troubles très importants. Et juste un chiffre, si vous permettez, vous parlez du désendettement. Je vous ferai un rappel à l'histoire. Le régime de Ceausescu avait aussi payé toutes ses dettes avant de s'effondrer. Enfin, l'Algérie, c'est quand même, en 10 ans, 850 milliards de dollars dans les caisses. L'endettement était de 50 milliards. Aussi comme exemple, souvenez-vous du problème grec. On parlait de la Grèce qui était un gros souci pour l'Europe, un continent très riche. La Grèce, le plan grec, c'était 80 milliards. Faites la corrélation entre 80 milliards et 850 milliards et vous verrez que beaucoup d'argent se sont évaporés. Il fait très chaud à Alger, mais ça ne suffit pas à expliquer l'évaporation de ces liquidités. Monsieur Aboud, comment expliquer ce paradoxe? On a un pays qui n'a pas de dette et pourtant les richesses, on ne les ressent pas dans le panier de la ménagère? On ne les ressent pas parce que d'abord, il y a la fuite des capitaux. Aujourd'hui, c'est de notoriété publique que les dirigeants algériens ont des biens à l'étranger. Comment ont-ils acquis ces biens? Eh bien, on ne sait pas encore l'origine de leurs fonds, mais ce qui est sûr, c'est que ce sont des détournements des deniers publics. Et chaque jour que Dieu fait, un scandale vient éclabousser la classe dirigeante. Absolument, en parlant de scandale, excusez-moi de vous interrompre. On rappelle quand même le scandale de la Sonatrach. Récemment, le ministre des Mines et de l'Industrie se retrouve mentionné dans les Panama Papers. Comment réagit l'opinion publique en Algérie? La réaction de l'opinion publique, c'est en quelque sorte encore, voilà, une preuve de plus que nous avons affaire à un régime prédateur, à un régime qui vole son propre peuple. Il n'y a pas que le scandale de Sonatrach 1, Sonatrach 2, il va y avoir Sonatrach 3, et il y a eu auparavant le scandale de Khalifa Bank, le scandale de l'autoroute, nous avons l'autoroute la plus chère au monde, et aujourd'hui avec cette histoire de Panama Papers, ce n'est qu'une évidence, et puis, je vais vous dire une chose, le ministre des Mines a été très maladroit parce qu'il a créé une société en son nom. Or, beaucoup de responsables algériens ont des sociétés offshore au Panama et ailleurs, mais pas en leur nom. Alors, Monsieur Ouzdik, justement, pour terminer, en parlant de Panama Papers et donc de tout ce qui se passe, le gouvernement algérien avait indexé Le Monde, ou le gouvernement français, donc suite à la parution dans le journal français Le Monde de cette histoire, donc du Panama Papers, qui relie des personnalités algériennes. Les ministres français Valls et Macron sont attendus à Alger les 9 et 10 avril. Est-ce que vous pensez que ça va mettre un poids sur la coopération franco-algérienne ? Je ne le pense pas. Je ne le pense pas d'abord parce que la coopération algéro-française est dense, importante, qu'elle profite aux uns et aux autres. Et vous mettrez sous le vocable les uns et les autres qui vous voudrez. Et quelque chose de très important, c'est que moi je dis souvent, la France défend ses intérêts. C'est de bonne guerre. Mon seul problème à moi, algérien,
c'est que le pouvoir aujourd'hui ne défend pas les intérêts des Algériens. En tout cas, il défend les intérêts de certains Algériens. Merci beaucoup, Monsieur Ouzdik, d'avoir pris part à ce débat. Je vous remercie. Merci également à vous, Monsieur Aboud. Merci. Merci à vous de votre fidélité. On se retrouve dans quelques instants pour la troisième et dernière partie de Politicia. À dans quelques instants.